L'odeur du désinfectant flottait encore dans mes narines, un mélange familier de propreté clinique et d'angoisse sous-jacente. Mes mains, même après un nettoyage acharné, tremblaient légèrement. Tan, le docteur Antoine de son vrai nom, son visage habituellement si posé, affichait une tension palpable alors qu'il rangeait les instruments sur la paillasse. La bonne nouvelle était tombée quelques minutes plus tôt. Pierre Lambert avait été interpellé dans son hôtel, des preuves accablantes à portée de main. Un soulagement immense, brut, m'avait inondé, me coupant presque le souffle. Mais même la victoire avait un arrière-goût étrange, un mélange d'épuisement et d'une incertitude nouvelle. Mon vieux téléphone vibra dans ma poche. 3 appels manqués de Madame Durand. Sophie. Mon cœur se serra. Il était si tard. Comment j'en étais arrivé là? Moi, Marie Martin, femme de ménage à l'hôpital Saint-Antoine, impliquée jusqu'au cou dans une histoire d'empoisonnement digne d'un roman policier. C'était il y a quelques semaines seulement, ou peut-être était-ce une éternité. Le temps avait perdu toute notion de linéarité depuis que le docteur Dubois avait commencé à défaillir. Je me souviens de ma première rencontre avec l'aile VIP, il y a environ 3 mois. Quand Madame Dubois, ma chef d'équipe, aux lèvres toujours pincées comme si elle goûtait un citron, m'avait annoncé ma nouvelle affectation. L'aile VIP, un privilège, soi-disant. Plus de pourboire, des chambres luxueuses, moins de dégâts, mais aussi plus de pression, plus de protocoles, plus de regards. Chaque geste pesait son poids, chaque grain de poussière pouvait déclencher un rapport. Les néons froids de l'hôpital projetaient de longues ombres sur les couloirs silencieux. Ma charrette de nettoyage roulait avec un léger grincement que j'avais appris à masquer. À l'intérieur, blottie derrière les flacons de produits d'entretien, se trouvait Sophie. Ses petits doigts serraient d'un carnet à spirale usée, son journal d'observation, comme elle l'appelait. « Maman, je ne fais pas de bruit », avait-elle chuchoté, ses grands yeux bruns, si semblables aux miens, m'observant par-dessus un flacon de détergent. Je n'avais pas eu le choix, Madame Durand, la voisine du dessous qui gardait Sophie habituellement, était tombée malade. C'était ça ou perdre ma prime de nuit. Celle qui nous permettait de respirer un peu, de ne pas être constamment sur le fil du rasoir. Sophie, elle, avait une patience que peu d'enfants de 7 ans possédaient. Elle était comme une petite ombre, observant, notant tout, avec la curiosité insatiable que j'avais toujours encouragée. À la maison, notre petit appartement de Montreuil ne croulait pas sous le luxe, mais il débordait d'expériences scientifiques improvisées. Là où d'autres mères auraient appris à leurs enfants à faire des gâteaux, je lui avais montré les volcans de vinaigre et de bicarbonate, les indicateurs de pH faits de maison qui changeaient de couleur, les cristaux qui poussaient sur des ficelles. La science était notre langage secret, notre lien unique. C'était ce que j'avais toujours aimé avant que la vie ne décide de prendre un virage à 180 degrés. J'avais failli être chimiste, tu sais. Polytechnique, 3 semestres avant le diplôme. Puis mes parents, l'accident. Mes 3 frères et sœurs plus jeunes. La bourse n'était plus suffisante. Les études étaient devenues un luxe. J'avais dû tout arrêter. Le nettoyage, c'était ma survie. Ce soir-là, en approchant du poste des infirmières, Catherine, l'infirmière en chef de nuit, leva les yeux. L'aile VIP a besoin d'un petit coup. On dirait que le grand pont de la Tech a eu de la visite, des miettes partout. C'est riche, je te jure. J'avais hoché la tête, mon sourire forcé. J'y vais tout de suite. Catherine, plus compréhensive que Madame Dubois, avait ajouté « La sécurité fait sa ronde dans 10 minutes. Garde ta petite ombre discrète. Si M. Marcel passe par là, ça risque de poser problème. » Mes joues avaient rougi de honte. Je pensais qu'on était invisible. « Merci, Catherine, j'apprécie. »« On fait tout ce qu'on peut, » avait-elle répondu d'un clin d'œil complice. J'avais poussé ma charrette vers la suite VIP. Julien Dubois, le magnat de la tech, fondateur de Dubois Quantique.
Un homme dont le visage avait souvent fait la couverture de Challenger ou de Capital. Mais aujourd'hui, il n'était qu'une ombre de lui-même, pâle, le souffle court. Les machines de surveillance bipaient à un rythme régulier, lourd d'un pressentiment funeste. 20 des meilleurs spécialistes de France s'étaient relayés à son chevet pendant 3 semaines, tous repartant avec le même air perplexe. Le docteur Bernard, le directeur de l'hôpital, avait ordonné des tests et encore des tests, mais rien. Je nettoyais, mes gestes efficaces, automatiques. Sophie restait silencieuse, tapie, observant. C'est à ce moment-là qu'elle avait repéré le pot de crème sur la table de chevet. Un produit cher, son logo discret mais reconnaissable. À côté, une carte manuscrite. Pour le réconfort, utilisez généreusement, vieil ami. Pierre. Le téléphone de la chambre avait sonné, me faisant sursauter. Je m'étais figé, mais le son n'avait pas réveillé Julien Dubois. 3 sonneries, puis le silence. Quelques instants plus tard, alors que je sortais de la suite, j'avais croisé Madame Dubois dans le couloir. Son presse-papier sous le bras, elle m'avait toisé. Martin, vous avez passé un temps considérable dans la suite VIP, juste ce qu'il fallait pour être minutieuse, Madame Dubois. Le docteur Bernard a insisté sur l'importance d'une désinfection accrue pour Monsieur Dubois. Son regard inquisiteur avait fouillé ma charrette. Vous êtes affecté ici depuis 3 mois. Des rapports indiquent que vous prenez des pauses prolongées ou que vous disparaissez de votre section. Mon cœur s'était mis à marteler. Je vous assure que toutes mes tâches sont accomplies dans les délais. Assurez-vous que ce soit le cas. Cet hôpital a des protocoles stricts. Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour vous immiscer dans les affaires des patients. Dans le placard à balai, Sophie était enfin sortie de la charrette, étirant ses petites jambes. L'homme dans la grande chambre a l'air très malade, maman, avait-elle chuchoté. Oui, chérie, avais-je répondu doucement. Les médecins essaient de l'aider. Il y avait une drôle d'odeur là-bas, avait-elle ajouté, fronçant le nez. Comme les centimes que tu utilisais pour notre expérience de changement de couleur. J'avais fait une pause, les mots de ma fille résonnant étrangement. Le sens olfactif de Sophie était toujours étonnamment développé. Métallique, avais-je demandé, mon esprit scientifique, endormi depuis des années, s'éveillant soudain. Elle avait hoché la tête. De ce pot sur sa table, le joli, avec le couvercle tordu. J'avais froncé les sourcils, mais classé l'observation. Probablement rien. Les produits de beauté de luxe contenaient souvent des oligo-éléments ou des métaux à des fins thérapeutiques. Pourtant, quelque chose me tracassait. Quand nous étions sortis du placard, j'étais tellement préoccupé que je n'avais pas remarqué l'homme élégant, dans son costume italien, qui nous observait du fond du couloir. Pierre Lambert, investisseur technologique et rival de longue date de Julien Dubois. Son expression était agréable, son sourire parfait, mais ses yeux, eux, calculaient. Il n'avait pas vu Sophie cachée, mais avait aperçu une main d'enfant agrippant le bord de ma charrette. Il avait tourné les talons et s'était dirigé vers la suite VIP, sortant une petite fiole de sa poche. 2 nuits plus tard, je me suis retrouvé à nettoyer le même couloir. Évidemment seul. Sophie était en sécurité à la maison avec Madame Durand. L'aile VIP était inhabituellement animée, les médecins allaient et venaient, leurs visages de plus en plus inquiets. Des bribes de conversation m'avaient appris que Julien Dubois développait de nouveaux symptômes, perte de cheveux, engourdissement des extrémités, faiblesse musculaire progressive. Ces analyses sanguines sont une pagaille totale, avait dit le docteur Antoine, le plus jeune de l'équipe, à un collègue. Et rien dans son historique ne l'explique. Aucune exposition à des produits chimiques industriels, aucun voyage inhabituel, rien. Je travaillais méthodiquement, la tête baissée, comme je l'avais appris au fil des années. Les invisibles étaient rarement interrogés. Les silencieux, rarement dérangés. C'était ma stratégie de survie. Être efficace, être insignifiante.
Être oublié. Lorsque le couloir s'était momentanément dégagé, je m'étais glissé dans le local technique où étaient stockés les produits de nettoyage. Faire l'inventaire faisait partie de mon travail, mais ce jour-là, je m'étais attardé plus longtemps, examinant les flacons de nettoyants industriels. Certains contenaient des avertissements sur les métaux lourds et les composés toxiques. Mon esprit avait fait un bond en arrière vers l'observation de Sophie sur l'odeur métallique. Quelque chose à ce sujet me taraudait depuis cette nuit-là. La porte s'était ouverte brusquement et j'avais failli laisser tomber la bouteille que je tenais. En pause, Martin, Madame Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte. Non, je réapprovisionne ma charrette, avais-je répondu, replaçant la solution de nettoyage sur l'étagère. Faites vite, Monsieur Dubois a un visiteur et sa chambre aura besoin d'attention après. Le ton de Madame Dubois ne laissait aucune place à la discussion. J'avais acquiescé, rassemblant rapidement mes fournitures, sentant son regard sur mon dos. La surveillante était de plus en plus vigilante ces derniers temps, prenant des notes et apparaissant de façon inattendue. Je ne pouvais pas me permettre de lui donner une raison de se plaindre. Alors que je poussais ma charrette dans le couloir, j'avais vu un homme grand, d'allure distinguée, sortir de la suite de Dubois. Pierre Lambert, je l'avais reconnu au reportage sur l'actualité technologique. Ancien concurrent acharné de Dubois, il était désormais un allié proche suite à une réconciliation très médiatisée l'année dernière. Lambert m'avait salué poliment en passant, son sourire charismatique, mais son regard ne croisant jamais vraiment le mien. Sur son passage, j'avais capté une légère trace de cologne coûteuse, mêlée à quelque chose d'autre, une subtile odeur métallique qui m'avait instantanément rappelé la description de Sophie. À l'intérieur de la chambre de Dubois, le magnat de la tech semblait dormir d'un sommeil agité. J'avais remarqué un nouveau pot de crème sur la table de chevet, de la même marque qu'avant, mais fraîchement ouvert. À côté, une carte élégante avec la même écriture. Une autre Doel, plus forte cette fois, pour la douleur, Pierre. Tandis que j'essuyais méticuleusement les surfaces, j'avais remarqué les mains de Dubois. Ses ongles avaient une teinte jaunâtre, et la peau autour de ses gencives paraissait anormalement pâle quand il respirait la bouche légèrement entr'ouverte. Ces symptômes, en plus de ce que j'avais entendu dans le couloir, avaient déclenché une connexion dans mon esprit, un souvenir lointain d'une conférence de toxicologie que j'avais suivie des années auparavant. Un empoisonnement aux métaux lourds. Le professeur avait montré des diapositives de patients présentant des symptômes similaires. Gencives pâles, ongles décolorés, symptômes neurologiques, perte de cheveux. C'était une conférence fascinante, j'en avais pris des notes très détaillées. Mon cœur s'était emballé. C'était absurde d'y penser. J'étais une femme de ménage, pas un médecin. Ces spécialistes de renommée mondiale auraient sûrement testé les métaux lourds si c'était une suspicion raisonnable. Et pourtant, de nombreux métaux lourds n'apparaissaient pas sur les panels de toxicologie standard. Certains exigeaient des tests spécifiques qui n'étaient pas inclus dans les dépistages de routine. Le pot de crème avait de nouveau attiré mon regard. D'un coup d'œil rapide vers la porte, je m'étais penché, reniflant prudemment. C'était là, subtile mais distincte, l'odeur métallique que Sophie avait remarquée. Agissant par instinct, j'avais pris un mouchoir propre dans ma poche et j'avais soigneusement prélevé un échantillon sur le bord du pot où un peu de crème avait été laissé, repliant le mouchoir et le glissant dans ma poche d'uniforme. À ce moment précis, les moniteurs autour de Dubois avaient commencé à biper plus rapidement. Sa respiration était devenue laborieuse. J'avais rapidement appuyé sur le bouton d'appel et reculé alors qu'une équipe médicale se précipitait. Depuis l'embrasure de la porte, je les avais regardés se travailler, mon esprit en ébullition. Dehors, dans le couloir, j'avais aperçu Pierre Lambert, debout près du poste des infirmières, ostensiblement en attente de nouvelles. Son expression était concernée, mais quelque chose dans sa posture semblait étrangement satisfait. « Excusez-moi, monsieur, » avait dit l'agent de sécurité en l'approchant. « Êtes-vous de la famille? » « Presque, » avait répondu Lambert avec aisance. « Je suis Pierre Lambert, le plus vieil ami de Julien.
On se connaît depuis Polytechnique. Le gardien avait acquiescé respectueusement. L'état de M. Dubois a changé. Les médecins demandent à tous les visiteurs de quitter l'étage jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, avait convenu Lambert, tendant une carte de visite au gardien. Veuillez demander au Dr Bernard de m'appeler pour toute nouvelle. Julien et moi avons traversé trop de choses ensemble pour que je sois laissé dans l'ignorance. Alors qu'il se tournait pour partir, son regard avait brièvement croisé le mien. Quelque chose dans son expression avait changé, un calcul momentané rapidement masqué par un hochement de tête poli. J'avais détourné les yeux instantanément, me montrant occupé avec ma charrette, mais ma peau s'était hérissée d'un malaise certain. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison pour trouver Sophie encore éveillée, assise à notre petite table de cuisine, entourée de son équipement de laboratoire fait maison. Des verres transparents remplis de liquides colorés différents, des bandes de filtres à café arrangées pour des expériences de séparation, et son carnet toujours ouvert sur une page d'observation soignée. « Maman, j'ai fait un nouvel indicateur de couleur », avait annoncé Sophie fièrement, brandissant une bande de papier tachée de violet. « Il devient bleu avec du savon et rouge avec du jus de citron. » J'avais souri, posant mon sac et embrassant le sommet de la tête de ma fille. « C'est incroyable, petite scientifique. Tu as été très occupée. Madame Durand m'a aidé à couper les papiers. Elle a dit que je serais médecin un jour. » Les yeux de Sophie brillaient de fierté. « Peut-être bien, » avais-je répondu, pensant aux mouchoirs dans ma poche et aux questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. Après avoir couché Sophie, je me suis assise à la table de la cuisine, retirant soigneusement l'échantillon de tissu. Je n'avais que des produits de ménager, rien d'un véritable laboratoire. Mais des années à créer des expériences éducatives pour Sophie m'avaient donné un éventail surprenant de tests que je pouvais effectuer à la maison en utilisant du vinaigre, du bicarbonate de soude et les mêmes indicateurs avec lesquels Sophie jouait. J'ai effectué un test rudimentaire. Le résultat n'était pas définitif, mais le changement de couleur suggérait la présence de quelque chose qui ne devrait pas se trouver dans une crème cosmétique. Il me fallait plus d'informations, plus d'outils. Le lendemain matin, après avoir déposé Sophie à l'école, je me suis rendu à la bibliothèque municipale. Dans la section scientifique, j'ai déniché des ouvrages de référence sur la toxicologie et des guides médicaux, cherchant des informations sur les métaux lourds et leurs symptômes. Les parallèles avec l'état de Julien Dubois étaient de plus en plus difficiles à ignorer. Le soir, je préparais le dîner pendant que Sophie dessinait à table, concentrée sur son carnet. « Sur quoi travailles-tu, ma puce ?» avais-je demandé, remuant la sauce pâte. « Je dessine l'homme malade et le visiteur », avait répondu Sophie, son crayon se déplaçant avec précaution sur la page. « Regarde, c'est l'homme dans le lit, et tous les médecins, et ça c'est l'homme qui apporte le pot avec l'odeur de centime. » Je m'étais placé derrière ma fille, regardant le dessin. Sophie avait capturé la scène avec une précision surprenante. Dubois dans son lit d'hôpital, entouré de moniteurs, et une grande silhouette debout à proximité avec ce qui ressemblait à un pot à la main. « Quand as-tu vu le visiteur? Tu n'étais pas avec moi la nuit dernière. » L'autre fois, avait dit Sophie, continuant de colorier. « Quand j'étais caché dans la charrette, il est entré pendant que tu nettoyais la salle de bain. Il a mis quelque chose dans le pot et l'a mélangé avec une petite baguette. Puis il m'a vu regarder et il a souri, mais ce n'était pas un gentil sourire. Elle avait levé les yeux vers moi, ses yeux sincères. C'était un faux sourire, comme quand Tommy à l'école dit qu'il partage, mais en fait, non. Un frisson m'avait parcouru. Il t'a vu. Sophie avait hoché la tête. Juste mes yeux, je crois. J'étais très bien caché, comme tu m'as appris. Il a chuchoté quelque chose aussi. « Qu'a-t-il chuchoté ?» avais-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il a dit que le cerveau de l'homme malade était déjà en train de casser avant qu'il ne tombe malade, et qu'il ne survivrait pas à la fusion, même s'il était en bonne santé.
Sophie avait froncé les sourcils, essayant de se souvenir des mots exacts. C'est quoi une fusion, maman? Une fusion d'entreprise, avais-je corrigé automatiquement, mon esprit en ébullition. C'est une affaire. Elle avait regardé le dessin de Sophie, les implications s'installant comme un poids dans mon estomac. Cette nuit-là, je n'avais pas réussi à dormir. Si mes soupçons étaient corrects, si Julien Dubois était bien empoisonné par la crème que Lambert lui apportait, que devais-je faire? Qui croirait une femme de ménage plutôt qu'un milliardaire de la technologie? Le risque pour mon emploi, ma réputation, ma capacité à subvenir aux besoins de Sophie était énorme. Et pourtant, un homme souffrait, peut-être mourant. Cette connaissance pesait comme une pierre dans ma poitrine, lourde de responsabilité. Je me suis retrouvé à me demander si cette situation était réelle. Une femme de ménage, moi, se retrouvant potentiellement au centre d'une intrigue d'empoisonnement d'un grand patron de l'industrie, c'est le genre de scénario que l'on voit dans les films, pas dans ma vie quotidienne. Ma vie, c'était la course contre la montre pour boucler les fins de mois, les équations chimiques expliquées à Sophie avec des ingrédients de cuisine, le souvenir lancinant d'un avenir volé. Et soudain, ça, un homme puissant, vulnérable, et moi, l'invisible, celle qui n'était pas censée voir quoi que ce soit. Est-ce que le fait d'être justement invisible m'avait donné un avantage que tous ces brillants médecins n'avaient pas? Personne ne se méfiait de la femme de ménage. Personne ne la regardait vraiment. Et si en fin de compte, la vraie science, la vraie observation, c'était d'abord de regarder ce que personne d'autre ne voulait voir, ça me faisait frissonner. Et pas seulement de peur. C'était une responsabilité écrasante. Une lourdeur qui n'avait rien à voir avec la poussière ou les sols à astiquer. C'était la vie ou la mort, et je me sentais minuscule face à un tel enjeu. Le soir suivant, je suis arrivé à l'hôpital avec un nouveau sens du but et un petit sac en plastique glissé dans ma poche d'uniforme. À l'intérieur se trouvaient les matériaux de base et pour un test plus définitif. Filtre à café, coton-tige, une petite bouteille de solution vinaigrée et un indicateur fait maison à base de jus de chou rouge que Sophie m'avait aidé à préparer. Rien de suspect pour un œil non averti. Juste une mère qui apportait des restes de dîner ou un projet scientifique d'enfant. « Vous êtes en avance, Martin », avait commenté Madame Dubois, en me voyant pointer, me jetant son regard de suspicion désormais familier. « Le bus est arrivé plus tôt que prévu », avais-je répondu d'une voix égale. J'ai pensé prendre de l'avance sur les protocoles de nettoyage spéciaux pour la chambre de Monsieur Dubois. Madame Dubois avait haussé un sourcil. En effet, sachez qu'il y a eu un changement. Tout l'étage est sous haute sécurité ce soir. Monsieur Dubois a eu un autre épisode grave ce matin. Le docteur Bernard a demandé un personnel minimal. Je comprends, avais-je dit, réprimant mon inquiétude. Je ferai particulièrement attention à ne rien déranger. Assurez-vous que ce soit le cas. Et Martin, j'ai remarqué que vos pauses sont plus longues ces derniers temps. N'oubliez pas, cet hôpital fonctionne avec précision. Chaque personne remplit sa fonction assignée. Rien de plus, rien de moins. L'avertissement était clair. J'avais acquiescé et m'étais dirigé vers les vestiaires des employés, mon esprit travaillant rapidement. Si la sécurité était renforcée, ma fenêtre d'investigation serait plus étroite. Je devais être stratégique. Quand j'étais entré avec ma charrette de nettoyage, l'étage VIP était étrangement calme. Devant la suite de Dubois, un agent de sécurité, Marcel, un homme d'âge moyen que je reconnaissais des urgences, était assis, vérifiant les identités. « Bonsoir, Marcel », avais-je dit nonchalamment. Madame Dubois m'a dit que j'étais toujours autorisé pour le nettoyage de nuit. Marcel avait hoché la tête, jetant à peine un coup d'œil à mon badge. « Allez-y, Marie, faites vite. Les médecins doivent revenir pour leur ronde dans 30 minutes. » À l'intérieur, l'état de Dubois s'était visiblement détérioré depuis mon dernier service. Sa respiration était superficielle, sa peau cireuse, et plusieurs moniteurs avaient été ajoutés autour de lui. Le pot de crème était toujours sur la table de chevet,
maintenant à moitié vide. Je m'étais déplacé silencieusement dans la pièce, nettoyant comme prévu, tout en cherchant une opportunité. Lorsque Dubois s'était légèrement agité, marmonnant dans son sommeil, je m'étais figé. Ses yeux avaient papillonné, flous et confus. Isabelle, avait-il chuchoté, clairement désorienté. C'est toi. J'avais hésité puis m'étais rapproché. Je suis Marie, monsieur Dubois. Je nettoie juste votre chambre. Il avait cligné des yeux lentement, son regard s'aiguisant légèrement. De l'eau, s'il vous plaît. J'avais versé de l'eau d'une carafe dans un verre et l'avais aidé à prendre une petite gorgée. Alors qu'il se penchait sur les oreillers, ses yeux s'étaient posés sur mon visage avec une lucidité surprenante. « Vous êtes là toutes les nuits », avait-il dit doucement, toujours à observer, à remarquer des choses. Mon pouls s'était accéléré. « C'est mon travail, monsieur. » Un faible sourire avait touché ses lèvres. Non, plus que ça. Un regard scientifique, analytique. Ses mots étaient légèrement pâteux, mais sa perception m'avait surprise. Vous me rappelez quelqu'un de brillant. Je ne savais pas comment répondre, mais Dubois avait continué, sa voix s'estompant. Pierre pense que je ne suis plus assez vif pour la fusion. Dit que Quantique a besoin d'esprits plus jeunes maintenant. Ses yeux s'étaient refermés. Fatigue, c'est partout maintenant. En quelques instants, il s'était rendormi. Je me tenais immobile, traitant ses paroles. Elles correspondaient trop parfaitement à ce que Sophie avait entendu. D'un coup d'œil rapide vers la porte, j'avais saisi l'occasion. J'avais prélevé un nouvel échantillon de la crème avec un coton-tige propre, puis l'avais scellé dans l'un des petits sacs en plastique que j'avais apportés. Je travaillais rapidement, vérifiant l'heure, 20 minutes avant le retour des médecins. Dans la salle de bain privée attenante, j'avais verrouillé la porte et monté mon expérience de fortune. Utilisant les fournitures de ma poche, j'avais préparé plusieurs bandelettes de tests et appliqué de minuscules quantités de l'échantillon de crème sur chacune. Alors que les réactions chimiques s'opéraient, les solutions indicatrices avaient changé de couleur, certaines virant à un bleu-vert distinctif qui, à mon œil exercé, suggérait fortement la présence de certains métaux lourds. Ce n'était pas une preuve définitive, mais cela renforçait suffisamment mes soupçons pour que je ressente une froide certitude s'installer dans mon estomac. La crème contenait presque certainement des niveaux toxiques d'un métal lourd, peut-être du thallium ou une substance similaire, difficile à détecter avec des tests standards, mais capable de provoquer exactement les symptômes que Dubois présentait. J'avais soigneusement documenté mes découvertes dans un petit carnet similaire à celui de Sophie, mais avec des observations plus précises. J'avais photographié les résultats du test avec mon ancien téléphone, puis j'avais méticuleusement nettoyé toute trace de mon expérience. Alors que je sortais de la salle de bain, la porte de la suite s'était ouverte. Mon cœur avait bondi dans ma gorge, mais ce n'était que le docteur Antoine Carter, le plus jeune membre de l'équipe médicale de Dubois, une trentaine d'années, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes élégantes. Il était l'un des rares membres du personnel à toujours saluer l'équipe de nettoyage avec une courtoisie sincère. « Oh, excusez-moi », avait-il dit, semblant légèrement surpris de trouver quelqu'un dans la pièce. « Je suis revenu chercher ma tablette. »« Pas de problème, docteur, je finissais juste, » avais-je répondu, retournant à ma charrette. Le docteur Antoine avait récupéré sa tablette à côté des moniteurs, mais s'était attardé, étudiant Dubois, avec une expression troublée. « Ces dernières analyses sanguines n'ont aucun sens, » avait-il murmuré, presque à lui-même. « C'est comme si son système combattait quelque chose que nous ne pouvons pas identifier. » J'avais hésité, puis j'avais parlé avec précaution. « Docteur, j'espère que vous ne me dérangez pas en vous posant la question. Avez-vous spécifiquement recherché un empoisonnement aux métaux lourds? » Le docteur Antoine avait levé les yeux, surpris. « Nous avons effectué un panel de métaux de base lors du bilan initial. Rien n'a été signalé. » Son front s'était plissé. « Pourquoi cette question? » « C'est juste... »
J'avais lutté pour trouver les bons mots. Ma fille a remarqué une odeur métallique provenant de ses produits de soins, et j'ai étudié la chimie avant. Ma voix s'était éteinte, soudainement et douloureusement consciente du vaste fossé professionnel qui nous séparait. Avant, avait demandé le docteur Antoine, son attention maintenant entièrement sur moi. Avant que je ne doive quitter Polytechnique pour une urgence familiale, 3 semestres avant d'obtenir mon diplôme, avais-je répondu, me sentant étrangement vulnérable, admettant cette part de moi-même que je cachais habituellement. Les symptômes me rappellent ce que j'ai appris sur certains métaux lourds, surtout ceux qui pourraient ne pas apparaître sur les panels standards. L'expression du docteur Antoine était passée de la surprise à une considération pensive. Le programme de chimie de Polytechnique, ce n'est pas un parcours courant pour le personnel d'entretien hospitalier. La vie prend des tournures inattendues, avais-je dit simplement. Il avait hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Il avait regardé Dubois, puis avait baissé la voix. À quel métaux spécifique pensiez-vous? Le thallium serait ma première hypothèse. Il correspond aux symptômes perte de cheveux, neuropathie périphérique, problèmes gastro-intestinaux, changement des ongles, et il nécessite des tests spécialisés pour être détectés. Les yeux du docteur Antoine s'étaient légèrement écarquillés. C'est une observation très pertinente, en fait. Il m'avait étudié avec un intérêt nouveau. J'avais envisagé l'arsenic, mais les tests étaient négatifs. Nous n'avons pas spécifiquement dépisté le thallium. Il avait semblé prendre une décision. Je vais commander le test demain matin, discrètement. Merci, avais-je dit, le soulagement me submergeant. C'est moi qui devrais vous remercier. Parfois, un regard neuf voit ce que les spécialistes ne voient pas. Il avait hésité. Quel est votre nom? Marie Martin. Merci, Marie. Je vous tiendrai au courant de ce que nous découvrirons. Alors que le docteur Antoine quittait la pièce, je m'étais accordé un moment d'espoir, rapidement éteint lorsque je m'étais retourné pour trouver Madame Dubois debout dans l'embrasure de la porte, son expression glaciale. « Martin, un mot dans le couloir, s'il vous plaît. » Mon estomac s'était serré alors que je suivais ma superviseure dans le couloir. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » avait dit Madame Dubois, sa voix dangereusement basse. Vous discutiez de l'état médical d'un patient avec un médecin. Vous offriez des opinions sur un diagnostic. J'étais juste... Vous avez outrepassé vos limites de la manière la plus flagrante possible. Madame Dubois m'avait coupé. Vous êtes embauché pour nettoyer les chambres, pas pour diagnostiquer les patients. C'est exactement le genre de comportement qui me préoccupait. Implication inappropriée avec les patients, abandon de vos tâches assignées et maintenant sape de l'autorité de l'équipe médicale. Je ne sapais personne, avais-je protesté, gardant ma voix égale malgré mon cœur battant la chamade. Le docteur Antoine m'a demandé mon avis. Après que vous l'ayez volontairement donné, avait rétorqué Madame Dubois, c'est un avertissement écrit, Martin. Un incident de cette nature de plus et je n'aurai d'autre choix que de recommander votre licenciement. Elle avait sorti un formulaire de son presse-papier. Signé ici pour accuser réception. Ma main tremblait légèrement en signant le papier. L'avertissement irait dans mon dossier permanent. Une tache noire qui pourrait affecter mes futures perspectives d'emploi si je perdais ce poste. J'ai besoin de ce travail, Madame Dubois, avais-je dit doucement, et ma fille devrait être votre motivation à accomplir vos tâches correctement. Rien de plus, avait conclu Madame Dubois. Considérez-vous en période probatoire, Martin. Je vous surveillerai de près. Alors que Madame Dubois s'éloignait, je m'étais appuyé contre le mur, retenant mes larmes de frustration. L'avertissement pourrait bientôt être le cadet de mes soucis. Si Pierre Lambert découvrait que je l'enquêtais, qui savait ce qu'il pourrait faire? Un homme prêt à empoisonner lentement un ancien ami aurait sûrement peu de scrupules à détruire la carrière d'une femme de ménage. Plus tard cette nuit-là, à la fin de mon service, j'ai été surprise de trouver le docteur Antoine qui m'attendait à la sortie des employés. Marie, avait-il appelé, s'approchant rapidement. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit.
La théorie du thallium correspond mieux que tout ce que nous avons envisagé. Je vais faire les tests dès demain, mais j'aimerais en savoir plus sur vos observations. J'avais regardé autour de moi nerveusement. Je suis déjà sur une corde raide, docteur. Madame Dubois m'a donné un avertissement ce soir pour vous avoir parlé. L'expression du docteur Antoine s'était assombrie. C'est ridicule. Vous avez fourni une information médicale précieuse. J'avais esquissé un sourire amer. Dans cet hôpital, ce n'est pas considéré comme précieux. C'est considéré comme inapproprié. Eh bien, je ne suis pas d'accord, avait-il dit fermement, et j'aimerais toujours en savoir plus. Seriez-vous prête à me rencontrer à la cafétéria demain avant votre service? Apportez toutes les notes que vous avez. J'avais hésité, pesant le risque face à la détérioration de l'état de Dubois. D'accord, avais-je finalement accepté. Mais j'ai une condition. Cela reste entre nous jusqu'à ce que nous ayons des preuves. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, Dr. Antoine. Ma fille dépend de moi. Appelez-moi Ethan, avait-il répondu, et vous avez ma parole. Demain à 16 heures. J'avais hoché la tête, ressentant un mélange de peur et de détermination. J'apporterai tout ce que j'ai. Parfois, quand je n'arrivais pas à dormir, la fatigue s'accumulant, je pensais à mon père. Il avait cette façon de dire « Ne fais confiance à personne dont la voix est trop suave ». Il parlait des marchands sur le marché, mais maintenant, après toutes ces années, je le comprenais différemment. Le luxe de l'hôpital, la politesse forcée de certains, les promesses, tout cela semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens. Je suis arrivé à la cafétéria de l'hôpital 15 minutes plus tôt, serrant nerveusement mon sac contenant mes notes et les dessins de Sophie. J'avais passé la matinée à faire des recherches supplémentaires à la bibliothèque municipale, imprimant des articles scientifiques sur l'empoisonnement au thallium et son traitement. Les symptômes correspondaient à l'état de Dubois avec une précision alarmante. La cafétéria était dans le creux de la vague entre le déjeuner et le dîner, principalement vide, à l'exception de quelques infirmières terminant leur service et de visiteurs cherchant un café. J'avais choisi une table d'angle avec vue sur l'entrée, mes nerfs me rendant hyper conscient de tous ceux qui passaient. Le docteur Antoine, Ethan, était arrivé à 16 heures précises, portant son propre dossier de documents et une tablette. Il portait des vêtements de ville au lieu de sa blouse blanche habituelle. Un jean sombre et une simple chemise bleue boutonnée qui le faisait paraître plus jeune, moins institutionnel. « Merci d'être venu », avait-il dit en glissant sa chaise en face de moi. « J'ai commandé le test spécialisé de thallium ce matin. Les résultats devraient être là demain. »« C'est bien », avais-je répondu, jetant toujours des regards inquiets autour de moi. « Avez-vous parlé du test à quelqu'un d'autre? » « Juste au laboratoire, marqué confidentiel. Je l'ai listé comme faisant partie d'un panel de toxicologie complet. Rien qui ne puisse attirer l'attention. Il avait étudié mon visage. « Marie, vous êtes vraiment inquiète pour votre travail, n'est-ce pas? »« Ce n'est pas seulement le travail, avais-je admis, baissant la voix. Si mes soupçons sont corrects, si quelqu'un empoisonne délibérément M. Dubois, alors nous avons affaire à une tentative de meurtre. Cela rend les choses dangereuses. » L'expression d'Ethan s'était assombrie. « Vous pensez que c'est intentionnel, pas une exposition environnementale? » J'avais soigneusement retiré le carnet de Sophie de mon sac et l'avais ouvert à la page du dessin de Lambert avec le pot. Ma fille a vu son visiteur, Pierre Lambert, ajouter quelque chose à la crème quand personne n'était là. J'avais expliqué l'observation de Sophie sur l'odeur métallique et les événements qui avaient suivi. « Attendez », avait interrompu Ethan, l'air choqué. « Votre fille était là, dans la chambre d'hôpital? » « Parfois, je dois l'emmener quand la garde d'enfants fait défaut, » avais-je admis à contre-cœur. « Elle reste cachée dans ma charrette. Ce n'est pas l'idéal, je sais, mais je suis mère célibataire. »« Mère célibataire ?» avait demandé Ethan, son ton dépourvu de jugement. J'avais hoché la tête. Son père est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Mes parents sont morts dans un accident il y a 8 ans,
Et j'ai dû abandonner Polytechnique pour m'occuper de mes frères et sœurs plus jeunes. Je suis tout ce qu'il reste à Sophie, et cette prime de nuit paye notre loyer. Ethan avait absorbé cela, Mom, puis s'était recentré sur le carnet. Ce dessin est remarquablement détaillé pour une enfant de 7 ans. Sophie a l'esprit scientifique, avais-je dit avec une fierté discrète. Elle remarque tout le catalogue. Nous faisons des expériences à la maison. De la chimie simple que je peux lui enseigner avec des articles ménagers. J'avais hésité, puis ajouté. C'est comme ça que j'ai pu tester la crème. Je lui avais montré mes résultats de patent expliquant l'analyse chimique rudimentaire que j'avais menée. Avec un équipement de laboratoire approprié, nous pourrions le confirmer définitivement, mais même ces tests simples montrent une teneur en métaux anormale dans ce qui devrait être un produit cosmétique de base. Ethan avait étudié mes notes avec un étonnement croissant. C'est un travail impressionnant avec des ressources minimales. Il avait levé les yeux vers moi. Vous auriez fait une chimiste exceptionnelle, Mary. J'aurais essayé, avais-je dit simplement, repoussant la douleur familière des opportunités perdues. Parlez-moi de la relation entre Dubois et Lambert, avait dit Ethan, ouvrant son propre dossier. J'ai fait des recherches sur leur histoire depuis notre conversation. Ils ont été rivaux pendant des décennies, avais-je expliqué, me souvenant d'articles que j'avais lus. Philosophie technologique concurrente. Dubois croit que l'informatique quantique devrait améliorer les capacités humaines, créer plus de connexions. La vision de Lambert est plus axée sur le remplacement complet des systèmes humains, l'intelligence artificielle qui fonctionne indépendamment de l'intervention humaine. Ils ont été sur des côtés opposés de chaque débat éthique technologique pendant des années jusqu'à l'année dernière, avait noté Ethan, me faisant glisser une impression. Quand ils se sont réconciliés publiquement au Sommet Tech de Paris, selon ceci, la société de Lambert était en difficulté après quelques initiatives d'IA ratées. Dubois lui a tendu une perche, un projet collaboratif qui a fait monter le cours de l'action de Lambert. Mais Dubois reste la force dominante, avais-je observé, et maintenant, il négocie une fusion massive avec Fusion Tech, qui ferait de lui la figure la plus puissante de l'informatique quantique au niveau mondial. Une fusion dont Lambert ne fait pas partie, avait ajouté Ethan pensivement. Si Dubois devenait incapable, qu'adviendrait-il de Dubois quantique? Le conseil d'administration retarderait probablement la fusion, avais-je raisonné. Dans l'incertitude, les cours des actions chuteraient. Quelqu'un avec une connaissance interne pourrait se positionner pour acquérir une participation majoritaire à prix réduit. Quelqu'un comme un ancien rival, maintenant ami, qui sait exactement ce qui arrive à la santé de Dubois, avait conclu Ethan d'un air sombre. Il s'était assis dans silence un instant, toutes les implications s'installant entre eux. Nous avons besoin de preuves, avais-je finalement dit. Des preuves concrètes et irréfutables que la crème contient du thallium et que Lambert l'ajoute intentionnellement. Le test du thallium devrait confirmer la première partie, avait répondu Ethan. Mais prouver l'implication de Lambert sera plus difficile. Il faudrait le prendre sur le fait ou trouver un schéma qui le lie définitivement à la dégradation de la santé de Dubois. J'avais hésité, puis j'avais de nouveau sorti le carnet de Sophie. Sophie a tout suivi à sa manière. Chaque fois que Lambert rend visite, chaque fois que l'état de Dubois empire, regardez ses dettes. Ethan avait examiné le registre enfantin mais méthodique. Des dessins rudimentaires d'un visage heureux ou triste marquaient l'état de Dubois, tandis que de petits symboles de peau indiquaient les visites de Lambert. Le schéma était indéniable. Quelques heures après chaque visite, une nouvelle application de crème, l'état de Dubois s'aggravait. C'est convaincant, mais encore circonstanciel, avait dit Ethan à contre-cœur. Nous devons documenter le contenu de la crème avant et après les visites de Lambert pour prouver qu'il ajoute le thallium. Cela nécessiterait de prendre des échantillons sans que personne ne le remarque, avais-je souligné. Et nous aurions besoin d'un endroit pour les tester correctement. Ethan avait tapoté du doigt sur la table, réfléchissant.
J'ai accès au laboratoire de recherche au 3e étage. Il est très peu fréquenté le week-end et j'ai l'autorisation d'effectuer des analyses indépendantes pour les soins aux patients. Donc, nous avons besoin d'échantillons de la crème avant et après les visites de Lambert, avais-je conclu. Savons-nous quand il vient la prochaine fois? Selon le registre des visiteurs, il vient tous les 3 jours. Cela signifie qu'il est attendu demain soir. Ethan avait hésité puis ajouté, « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le conseil d'administration de l'hôpital se réunit demain matin pour discuter du cas de Dubois. Le docteur Bernard veut le transférer à la Pitié-Salpêtrière en dernier recours. Si cela arrive, notre fenêtre d'investigation se referme. » Une vague d'urgence m'avait envahi. Alors, nous devons agir maintenant. Je peux prendre un échantillon pendant mon service ce soir avant l'arrivée de Lambert demain. Et j'aurai accès au laboratoire pour demain soir, avait convenu Ethan. Après votre service, retrouvez-moi là-bas. Nous analyserons les 2 échantillons. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Ethan s'était soudainement arrêté. Marie, vous comprenez le risque que vous prenez. Si nous nous trompons ou si nous ne pouvons pas le prouver de manière concluante, je comprends, avais-je dit doucement, mais je sais aussi ce que j'ai vu, ce que Sophie a vu, et je ne peux pas regarder un homme mourir alors que je pourrais peut-être l'empêcher. Ethan avait hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites preuve de plus de courage et d'intégrité que la plupart des gens ayant bien plus de sécurité et d'influence. Il ne s'agit pas de courage, avais-je répondu, pensant à Sophie. Il s'agit de montrer à ma fille que la vérité compte, que rester les bras croisés pendant que quelqu'un souffre n'est pas acceptable, peu importe qui vous êtes. Cette nuit-là, j'ai effectué mes tâches avec une conscience accrue, prélevant soigneusement un petit échantillon de la crème lorsque la chambre de Dubois était momentanément vide. Je l'avais étiqueté et scellé dans un récipient stérile fourni par Ethan, puis l'avais caché dans mon casier avant de continuer mes rondes. Vers la fin de mon service, alors que je nettoyais le poste des infirmières, j'ai surpris 2 médecins en train de discuter de Dubois. Bernard pousse pour le transfert à la Pitié-Salpêtrière, avait dit l'un doucement. Il dit qu'il nous manque quelque chose de fondamental. Lambert s'y oppose, avait répondu l'autre. Le voyage serait trop stressant pour l'état de Dubois. Il s'est montré remarquablement impliqué pour quelqu'un qui n'est qu'un ami. Eh bien, il a fait un don substantiel à l'aile de neurologie la semaine dernière, avait commenté le premier médecin. Bernard le traite comme un roi depuis. J'avais gardé mon expression neutre, mais intérieurement, mes soupçons s'étaient encore plus cristallisés. Lambert s'attirait les bonnes grâces de l'administration hospitalière, tout en s'assurant que Dubois restait sous son influence. Le lendemain matin, j'ai déposé Sophie à l'école avec un câlin particulièrement serré. « Tout va bien, maman? » avait demandé Sophie, ses yeux perspicaces étudiant mon visage. « Tout va bien, ma puce, » l'avais-je rassuré. « Je risque juste d'être un peu en retard pour te chercher aujourd'hui. Madame Durand viendra te chercher après l'école. »« Tu aides l'homme malade avec l'odeur de centimes ?» avait demandé Sophie innocemment. J'avais hésité, puis m'étais agenouillé à la hauteur de ma fille. « Sophie, te souviens-tu de nos discussions sur le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile? » Sophie avait hoché la tête solennellement. « C'est ce que j'essaie de faire, » avais-je expliqué. Parfois, les adultes voient des problèmes qu'ils doivent essayer de résoudre, même si c'est effrayant. Comme quand tu as réparé la voiture de Monsieur Dupont alors que personne ne croyait qu'elle faisait ce drôle de bruit, avait demandé Sophie. J'avais souri à la comparaison simple. Quelque chose comme ça. Oui. Sophie avait réfléchi, puis avait ouvert son sac à dos et en avait sorti son carnet scientifique. Prends ça. Il y a toutes mes observations pour les preuves. Ce geste m'avait presque tiré les larmes. Merci, petite scientifique. Cela pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Alors que Sophie entrait, je serrais le carnet, me préparant au défi à venir. Ce soir, tout allait aboutir, d'une manière ou d'une autre. Soit nous exposerions la vérité, soit nous perdrions toute chance. Ce que je n'avais pas remarqué,
C'était la berline noire garée à un demi-pâté de maison de l'école, ses vitres teintées cachant Pierre Lambert, qui observait l'interaction avec un intérêt calculateur. Je suis arrivé à mon service du soir avec un nœud de tension dans l'estomac. Les couloirs de l'hôpital semblaient chargés d'une énergie inhabituelle. Les infirmières se déplaçaient plus rapidement. Les médecins conféraient à voix basse. Le personnel de sécurité était positionné à intervalles stratégiques dans toute l'aile VIP. « Que se passe-t-il » avais-je demandé à une infirmière familière en pointant. « La réunion du conseil d'administration d'urgence a traîné en longueur » avait-elle répondu, jetant un coup d'œil autour d'elle. Quelque chose concernant le plan de soins de M. Dubois. Le docteur Bernard et M. Lambert se sont affrontés assez intensément, d'après ce que j'ai entendu. Mon pouls était accéléré. Lambert était à la réunion du conseil. Oh oui, il a fait peser son poids toute la journée. Il a fait un discours sur le désir de Dubois de rester ici à Paris. L'infirmière avait baissé la voix. Entre nous, Bernard avait l'air furieux quand ils ont enfin levé la séance, mais Lambert a eu gain de cause. Le transfert à la Pitié-Salpêtrière est reporté pour l'instant. Cela confirmait ce que nous, Ethan et moi, avions suspecté. Lambert travaillait activement à garder Dubois sous son influence. Le transfert annulé, notre enquête devenait encore plus cruciale. Alors que je poussais ma charrette vers les vestiaires des employés, Madame Dubois m'avait intercepté. « Martin, un instant. » Je m'étais arrêté, me forçant à paraître calme malgré ma panique interne. Madame Dubois avait-elle découvert l'échantillon de crème manquant? Savait-elle d'une manière ou d'une autre notre rencontre prévue avec Ethan? « Votre affectation a changé », avait annoncé Madame Dubois, consultant son presse-papier. « Vous couvrirez l'aile Est ce soir. Rodriguez s'occupera de la section VIP. » Ma contenance soigneusement maintenue avait vacillé. Mais j'ai été affecté à l'aile VIP pendant des mois. Je connais les protocoles. Vous remettez en question les décisions de la direction? Les sourcils de Madame Dubois s'étaient levés dangereusement. Non, j'avais cherché une objection plausible. Monsieur Dubois est particulier quant à l'agencement de sa chambre. Il s'est habitué à ma routine de nettoyage. Monsieur Dubois est à peine conscient, Martin. Je doute qu'il critique les méthodes de ménage. Le ton de Madame Dubois était dédaigneux. Cette réaffectation vient directement de l'administration. Monsieur Lambert est spécifiquement demandé notre personnel le plus expérimenté pour l'aile VIP ce soir. Rodriguez a l'ancienneté. Les implications m'avaient frappé comme un coup physique. Lambert avait-il remarqué mes observations, suspecté mon implication, ou était-ce simplement un mauvais timing? Y a-t-il un problème, Martin? Avait demandé Madame Dubois, notant ma détresse. Je m'étais rapidement ressaisi. Non, aucun problème. Je me rends tout de suite à l'aile Est. Assurez-vous que ce soit le cas. Et Martin, avait ajouté Madame Dubois, sa voix soudain moins hostile. Vos performances ont été adéquates récemment. Maintenez-les ainsi et je pourrais reconsidérer l'avertissement dans votre dossier. Le quasi-compliment inattendu avait à peine traversé ma panique grandissante. Je devais alerter Ethan du changement de plan et d'une manière ou d'une autre obtenir l'accès à l'aile VIP pour collecter le deuxième échantillon après la visite de Lambert. Sans cette preuve comparative, nous n'aurions rien de concluant. Dans les vestiaires, j'ai rapidement envoyé un SMS à Ethan avec mon vieux téléphone à clapet. Affectation changée, pas d'accès à l'aile VIP. Lambert a demandé un changement de personnel. Suspect. Sa réponse est venue quelques minutes plus tard. Rendez-vous à la cafétéria maintenant. Urgent. J'ai trouvé Ethan à la même table d'angle que la veille, son expression troublée. Le test du thallium est positif, a-t-il dit sans préambule alors que je m'asseyais. Niveau significatif dans le sang de Dubois. J'ai tout documenté, mais je ne l'ai pas encore signalé officiellement. Cela confirme notre théorie, ai-je dit, ressentant un mélange de validation et de crainte. Mais il nous faut encore prouver que Lambert est la source. Et maintenant, je ne peux plus accéder à la chambre pour obtenir l'échantillon post-visite.
Ce n'est pas tout, et continuait Ethan baissant la voix. Dubois a eu un autre épisode ce matin, arythmie grave. Le cardiologue croit qu'il ne lui reste peut-être que quelques jours si nous ne pouvons pas identifier et éliminer la source de l'empoisonnement. Mon esprit s'est emballé. Nous devons obtenir cet échantillon ce soir après la visite de Lambert. C'est notre seule chance de prouver qu'il ajoute le thallium. Comment vous êtes réaffecté? Et Lambert a spécifiquement demandé Rodriguez pour l'aile VIP. La frustration d'Ethan était évidente. Attendez, ai-je dit, une idée prenant forme. Rodriguez est-elle au courant de tout cela? Maria? Non, nous avons gardé ça entre nous. Elle et moi sommes amis, ai-je expliqué, l'espoir renaissant. Elle m'a déjà remplacé quand Sophie était malade. Peut-être qu'elle me laisserait prendre sa place pendant 1 heure, juste assez de temps pour obtenir l'échantillon après le départ de Lambert. C'est risqué, a prévenu Ethan. Si Madame Dubois le découvre, tout est risqué à ce stade, ai-je souligné. Mais nous manquons de temps et d'options. Ils ont rapidement élaboré un plan. J'approcherai Maria Rodriguez pour échanger les services brièvement après la visite prévue de Lambert à 20 heures. Ethan préparerait le laboratoire pour des tests immédiats une fois que j'aurais obtenu l'échantillon. Ils se rencontreraient à 22 heures pour analyser les 2 échantillons côte à côte. Il y a une dernière chose, a dit Ethan avec hésitation. J'ai examiné l'historique médical complet de Dubois. Le déclin cognitif que Lambert a mentionné à votre fille, il n'est étayé par aucune preuve médicale. La fonction neurologique de Dubois était complètement normale avant que cette maladie ne commence. La déclaration de Lambert était soit une erreur, soit une justification, ai-je conclu sombrement. Sa manière de rationaliser ce qu'il fait. Alors qu'ils se séparaient, j'ai senti le poids de la responsabilité s'alourdir. Tout reposait sur l'épreuve de ce soir. Trouver Maria Rodriguez s'est avéré plus facile que prévu. L'ancienne femme de ménage prenait une pause dans la salle du personnel, les pieds posés sur une chaise. « Marie, j'ai entendu dire que Madame Dubois t'avait réaffectée, a-t-elle dit en guise de salutation. Cette femme change d'avis plus souvent que je ne change l'eau de ma serpillière. En fait, c'est de ça que je voulais parler, ai-je commencé prudemment. J'ai besoin d'une énorme faveur. J'ai expliqué que Sophie avait laissé un dessin spécial pour Monsieur Dubois, une carte de vœux pour son rétablissement sur laquelle elle avait travaillé dur, et que j'avais promis de la livrer ce soir. Je sais que ça a l'air bête, ai-je conclu, mais ça représenterait beaucoup pour ma fille. Pourrions-nous échanger nos sections pour seulement une demi-heure ce soir, vers 20h30? Maria Rodriguez m'a étudié pensivement. Madame Dubois ferait une crise si elle le découvrait. Elle ne le saura pas. Je serai entré et sorti avant que quiconque ne le remarque, ai-je promis. S'il te plaît, Maria, Sophie serait effondrée si son dessin n'était pas livré. Maria a soupiré, puis a souri. D'accord, retrouve-moi près de l'ascenseur de service à 20h30. Tu auras exactement 30 minutes avant que je ne doive commencer les dernières rondes. Merci, ai-je dit avec une gratitude sincère. Je te dois une fière chandelle? Assure-toi juste que ta petite sait que son art est apprécié, répondit Maria chaleureusement. Le premier obstacle franchi, j'ai effectué mon service dans l'aile Est, nettoyant méthodiquement, tandis que mon esprit restait concentré sur le plan à venir. À 20h25, je me suis dirigé vers l'ascenseur de service, vérifiant constamment tout signe de Madame Dubois. Maria est arrivée précisément à 20h30. Le champ est libre. Lambert vient de partir il y a environ 5 minutes. Il semblait assez pressé. Il ne s'est même pas arrêté au poste des infirmières comme il le fait d'habitude. Un timing parfait, ai-je dit, acceptant la carte-clé de Maria. Je serai de retour avant 21h. Prends ton temps. Madame Dubois est en réunion budgétaire jusqu'à 21h30. Juste ne te fais pas prendre. J'ai traversé l'aile VIP rapidement, mais avec désinvolture, saluant l'agent de sécurité que je reconnaissais de mes services réguliers. À l'intérieur de la chambre de Dubois, le magnat de la tech dormait d'un sommeil agité, sa respiration laborieuse.
Le pot de crème était posé sur la table de chevet, le couvercle légèrement de travers, récemment utilisé. Travaillant rapidement, j'ai prélevé un échantillon à l'aide du récipient stérile qu'Ethan m'avait fourni, replaçant soigneusement le couvercle exactement comme je l'avais trouvé. Alors que je scellais l'échantillon, Dubois s'est agité. « Qui est là ?» a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Je me suis figé, puis me suis rapproché. « C'est juste moi, monsieur Dubois, Marie, du personnel de nettoyage. » Ses yeux se sont ouverts partiellement, flous, mais cherchant mon visage. Marie, l'observatrice, avec l'esprit scientifique. J'ai été surprise qu'il se souvienne de notre bref échange. Oui, c'est moi. Quelque chose ne va pas, a-t-il chuchoté. Ça empire après ses visites. Mon cœur s'est emballé. Dubois lui-même avait remarqué le schéma. Monsieur Dubois, vous souvenez-vous quand vous avez commencé à utiliser la crème que Monsieur Lambert vous apporte? La crème de pierre, a murmuré Dubois, sa voix s'estompant. Pour la douleur, j'ai commencé après avoir refusé de retarder la fusion. Il a dit que j'étais trop têtu. Ses yeux se sont refermés. Isabelle l'aurait vu. Elle l'a toujours vu à travers lui. J'ai doucement touché sa main. Monsieur Dubois, nous essayons de vous aider. Le Dr Antoine et moi, nous enquêtons sur la crème. Nous pensons qu'elle vous rend malade. Les doigts de Dubois se sont faiblement enroulés autour des miens. Intelligent. Vous deux, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Sa respiration s'est ralentie alors qu'il retombait dans le sommeil, mais ses derniers mots murmurés étaient clairs. Preuve, besoin de preuves. L'échantillon en sécurité dans ma poche, j'ai rapidement terminé les tâches de nettoyage de routine que Maria Rodriguez aurait effectuées, puis me suis dirigé vers la porte, seulement pour trouver Pierre Lambert debout dans l'embrasure, me regardant avec un calcul froid. « Vous n'êtes pas la femme de ménage habituelle », a-t-il observé, sa voix douce mais ses yeux perçants. J'avais spécifiquement demandé Mademoiselle Rodriguez ce soir. Ma bouche est devenue sèche, mais j'ai maintenu mon calme. Elle a dû gérer une urgence dans l'aile Est. Je la remplace temporairement. Lambert est entré pleinement dans la pièce, comblant la distance entre nous à pas délibéré. Intéressant. Je vous ai déjà remarqué, vous savez, toujours là pendant mes visites, toujours à observer. J'ai gardé mon expression neutre. Je fais juste mon travail, monsieur. J'en doute, a-t-il répondu, son regard se posant sur la table de chevet où se trouvait le pot de crème. Les gens comme nous reconnaissent l'ambition chez les autres. Vous n'êtes pas n'importe qui, n'est-ce que pas, Madame Martin, a-t-il dit, en me coupant, sa voix devenant plus dure, plus mordante. Marie Martin. Martin, a-t-il répété comme s'il l'ancrait dans sa mémoire. Dites-moi, Mademoiselle Martin, aimez-vous travailler ici, nettoyer après les autres? Cela semble indigne pour quelqu'un de votre intelligence évidente. La question était un piège, destiné à révéler ce que je pouvais savoir ou soupçonner. J'ai choisi mes mots avec soin. Ça paie les factures, et chacun mérite de la dignité, quel que soit son travail. Lambert a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Dignité? Oui, Julien a toujours été préoccupé par la dignité. La dignité humaine face à la technologie qui progresse. C'est un concept dépassé, ne croyez-vous pas? Comme la vie privée ou la vérité. Je suis restée silencieuse, refusant de m'engager dans son appât philosophique. L'échantillon me brûlait la poche. Eh bien, a finalement dit Lambert, brisant le silence tendu. Ne me laissez pas vous retenir de vos tâches temporaires. Je viens de réaliser que j'avais oublié de dire à Julien quelque chose d'important concernant notre projet. Un moment d'intimité, si cela ne vous dérange pas. Je n'avais d'autre choix que de partir. Perspective de Pierre Lambert. Il l'avait observé sortir de la chambre, cette femme de ménage. Martin, c'était ça son nom. Il l'avait aperçue auparavant, toujours dans les parages pendant ses visites, trop discrète pour être vraiment transparente. Quand il était entré dans la chambre et l'avait confrontée, il avait vu la tension derrière son calme. Elle n'était pas comme les autres.
Ses yeux étaient trop vifs, trop intelligents. Il avait mis en place le changement de personnel précisément pour éviter quiconque ne sorte des rangs, et voilà que cette Marie Martin se faufilait. Était-ce une coïncidence? Ou avait-elle des soupçons? Son faux sourire quand il l'avait mentionné, cette phrase sur la dignité, c'était une couverture, il le savait. Il avait besoin de s'assurer que personne ne fouillerait. Il avait même pensé la faire renvoyer, mais ce serait attirer trop l'attention. Mieux valait la surveiller, la faire se sentir remarquée. Une fois qu'il serait seul, il pourrait augmenter la dose. Le temps pressait. Julien s'accrochait plus que prévu. Il fallait s'assurer qu'il ne verrait jamais le résultat de la fusion. Il devait renforcer la technologie qui brisait son rival. Retour à la perspective de Murray. Dans le couloir, j'ai regardé ma montre. 20h55. Je devais rendre la carte clé à Maria Rodriguez, puis retrouver Ethan au laboratoire. Mais quelque chose dans le retour inattendu de Lambert me troublait profondément. Qu'avait-il oublié de dire à Dubois? Ou vérifiait-il autre chose entièrement? J'ai hésité devant la porte, tiraillé entre mon plan immédiat et un sentiment de danger croissant. Par la petite fenêtre de la porte, j'ai pu voir Lambert debout au-dessus de Dubois, lui parlant à l'oreille, bien que l'homme âgé semblait toujours inconscient. Puis, d'un coup d'œil rapide vers la porte, Lambert a fouillé dans la poche de sa veste et a retiré une petite fiole. Mon souffle s'est coupé alors que je regardais Lambert dévisser le pot de crème, ajouter plusieurs gouttes de la fiole et mélanger soigneusement le mélange avec une petite baguette de verre qu'il avait sortie d'une autre poche. La précision délibérée de ses mouvements ne laissait aucun doute. Ce n'était pas la première fois qu'il effectuait ce rituel. J'ai cherché mon téléphone à tâtons, les mains tremblantes, alors que j'essayais d'enregistrer une vidéo à travers la petite fenêtre. L'angle était mauvais, l'image floue, mais cela pourrait être suffisant pour montrer ce qui se passait. Tandis que Lambert terminait et replaçait le pot sur la table de chevet, j'ai rapidement reculé dans le couloir avant qu'il ne puisse me surprendre en train de l'observer. À l'ascenseur de service, j'ai rendu la carte clé à Maria Rodriguez avec un remerciement précipité, mon esprit tourbillonnant avec les implications de ce que je venais de voir. La vidéo partielle combinée à nos échantillons et aux analyses sanguines de Dubois pourrait être une preuve suffisante à présenter à l'administration de l'hôpital ou même à la police. Je me suis précipité pour retrouver Ethan au laboratoire de recherche. Il s'éteignait me glissant à l'intérieur de la porte à accès par carte qu'il tenait ouverte. Le laboratoire était désert à cette heure, les lumières du plafond tamisées, sauf pour l'espace de travail qu'Ethan avait préparé. « Vous l'avez ?» a-t-il demandé immédiatement, notant mon état agité. « Oui, et plus encore. » J'ai posé l'échantillon sur le comptoir et j'ai sorti mon téléphone. J'ai filmé Lambert en train d'ajouter quelque chose à la crème. Il est revenu après sa visite initiale. Je pense qu'il se méfiait du changement d'affectation de la chambre. L'expression d'Ethan s'est assombrie alors qu'il regardait la séquence floue. Ce n'est pas parfaitement clair ce qu'il fait, mais combiné à nos autres preuves. Il y a autre chose, ai-je ajouté, racontant ma brève conversation avec Dubois. Il est conscient que quelque chose ne va pas. Il a mentionné une dégradation après les visites de Lambert et a dit quelque chose à propos de son refus de retarder la fusion. Donc, notre théorie sur le motif de Lambert semble plus solide, a noté Ethan d'un air sombre. Testons ces échantillons immédiatement. Travaillant ensemble, ils ont préparé les 2 échantillons de crème pour l'analyse. Ethan a fait fonctionner le spectromètre de masse du laboratoire pendant que je documentais chaque étape méthodiquement. Le premier échantillon, prélevé avant la visite de Lambert, montrait des traces de thallium, inquiétantes mais potentiellement explicables par une contamination. Le second échantillon, cependant, a révélé des niveaux près de 20 fois plus élevés. C'est définitif, a dit Ethan, fixant les résultats. La concentration dans le deuxième échantillon est suffisamment élevée pour provoquer un empoisonnement grave par absorption cutanée. Des applications répétées accumuleraient des niveaux toxiques dans le système au fil du temps, exactement ce que nous voyons chez Dubois. Assez lent pour éviter les soupçons,
ai-je noté. Suffisamment progressif pour imiter une maladie mystérieuse plutôt qu'un empoisonnement aigu. Nous devons en parler au Dr. Bernard immédiatement, a décidé Ethan, rassemblant les impressions. Avec ces résultats et votre vidéo, il y a suffisamment de preuves pour retirer la crème au minimum et potentiellement impliquer les forces de l'ordre. Attendez, ai-je mis en garde. Lambert a cultivé son influence auprès de l'administration hospitalière. Et si Bernard ne nous croyait pas? Ou pire, et s'il alertait Lambert avant que des mesures ne soient prises? Ethan a réfléchi à cela. Vous avez raison d'être prudente. Nous devrions d'abord faire des copies de tout et sécuriser les preuves. Mais Dubois manque de temps. Il a besoin d'un traitement approprié pour l'empoisonnement au thallium immédiatement. Et le Dr. Morrow, ai-je suggéré? C'est la spécialiste en toxicologie, n'est-ce pas? Elle n'a aucun lien avec Lambert que nous connaissions. Bonne idée, a convenu Ethan. Je l'appelle maintenant. Pendant qu'Ethan s'écartait pour passer l'appel, j'ai soigneusement étiqueté et emballé leurs échantillons et les résultats des tests. Le carnet de Sophie était ouvert à côté de moi, ses observations enfantines servant désormais de chronologie cruciale de l'empoisonnement. J'ai ressenti un élan de fierté mêlé d'anxiété. La curiosité scientifique de ma fille pourrait aider à sauver la vie d'un homme, mais elle l'avait aussi, par inadvertance, impliqué dans quelque chose de dangereux. Le Dr. Morrow arrive, a annoncé Ethan, revenant à la paillesse. Elle apporte le chef de la sécurité de l'hôpital, quelqu'un en qui elle a entièrement confiance. Ils seront là dans 15 minutes. J'ai hoché la tête, soulagé mais toujours mal à l'aise. Que faisons-nous d'ici là? Complétons notre documentation et préparons un briefing concis, a répondu Ethan, la formation de médecin évidente dans son approche méthodique. Nous devons tout présenter clairement et irréfutablement. Alors que nous travaillions côte à côte à organiser nos preuves, j'ai été frappé par la façon dont nous fonctionnions naturellement en équipe. Mon bagage en chimie complétait son expertise médicale. Dans une autre vie, une autre réalité, cela aurait pu être mon travail quotidien plutôt qu'une dangereuse exception à ma routine de nettoyage. Le Dr. Morrow est arrivé précisément à l'heure promise, une femme au visage sévère d'une 50aine d'années, accompagnée d'un homme grand en uniforme de sécurité. Le chef marchand, selon son badge. Dr. Antoine est reconnu le Dr. Morrow d'un ton sec, et Madame Martin, je présume. À mon hochement de tête, elle a continué. Je crois comprendre que vous avez fait une sérieuse découverte concernant l'état de Monsieur Dubois. Oui, docteur, a répondu Ethan, prenant les devants. Nous avons des preuves que Monsieur Dubois s'est systématiquement empoisonné au thallium, administré par une crème topique fournie par son associé, Pierre Lambert. Méthodiquement, ils ont présenté leurs découvertes, les analyses sanguines, les échantillons comparatifs de crème, les résultats du spectromètre de masse, ma vidéo sur mon téléphone, le carnet d'observation de Sophie et les propres commentaires de Dubois sur la détérioration de son état après les visites. L'expression du Dr. Morrow est restée impassible alors qu'elle examinait chaque pièce à conviction, mais le chef marchand a laissé échapper un léger sifflement en voyant les relevés de spectrométrie. Ces niveaux sont indéniables, a finalement dit le Dr. Morrow, et le schéma est cohérent avec un empoisonnement intentionnel. Elle s'est tournée vers Marchand. Cela nécessite une action immédiate sur plusieurs fronts. Le chef de la sécurité a hoché la tête sombrement. Je contacte la PJ de Paris. C'est une tentative de meurtre, pure et simple. La première priorité est les soins aux patients, a déclaré fermement le Dr. Morrow. Dubois a besoin d'une thérapie au bleu de Prusse. Commencez immédiatement pour lier et éliminer le thallium. Je m'en occuperai personnellement. Elle m'a regardé avec un respect nouveau. Votre formation en chimie s'est avérée inestimable, mademoiselle Martin. Bien que je doive demander comment une ancienne étudiante en chimie de Polytechnique s'est-elle retrouvée à travailler à l'entretien de l'hôpital? La vie a pris un tournant inattendu, ai-je répondu simplement. Des responsabilités familiales.
Le docteur Moreau a hoché la tête pensivement. Eh bien, vos instincts scientifiques sont restés vifs. Peu de gens auraient fait le lien, même avec une formation médicale. Alors qu'ils finalisaient leur plan d'action, la porte du laboratoire s'est ouverte brusquement. Mon cœur a fait un bond quand Madame Dubois est entrée, le visage masqué par la fureur. « Martin, je vous cherchais partout », a-t-elle claqué. « Maria Rodriguez a admis que vous avez échangé vos affectations sans autorisation. C'est un motif de licenciement immédiat. » Elle s'est arrêtée net, réalisant enfin la présence du docteur Moreau et du chef marchand. « Que se passe-t-il ici? » « Votre membre du personnel de nettoyage a potentiellement sauvé la vie de M. Dubois, a déclaré le docteur Moreau froidement, tout en exposant un crime grave par la même occasion. Madame Dubois a cligné des yeux, confuse. « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » l'a assuré Marchand. « Pour l'instant, je vous suggère d'aider plutôt que d'entraver nos efforts. » Alors que la réalité de la situation s'imposait à Madame Dubois, son expression est passée de la colère à l'incrédulité. Marie a découvert cela, mais ce n'est une chimiste hautement qualifiée qui se trouvait travailler comme femme de ménage, a interrompu Ethan sèchement, et qui a observé ce qu'une équipe médicale entière a manqué. Madame Dubois était silencieuse, visiblement en train de digérer cette révélation. Nous devons agir vite, a annoncé le docteur Moreau. Marchand sécurisera la chambre de Dubois et retirera tous les produits de soins personnels. Je vais commencer le traitement immédiatement. Docteur Antoine, veuillez compiler un rapport médical complet sur l'empoisonnement au thallium pour les médecins traitants. Mademoiselle Martin, nous aurons besoin de votre déclaration officielle pour les dossiers de l'hôpital et la police. Et Lambert, ai-je demandé, l'inquiétude immédiate pour Sophie montant dans mon esprit. Il se méfie déjà de moi. S'il réalise que nous l'avons démasqué avant l'arrivée de la police, l'expression d'Edwards s'est durcie. Je posterai immédiatement la sécurité devant la chambre de Dubois et contacterai la PG de Paris pour une intervention d'urgence. Où est Lambert maintenant? Il a quitté l'hôpital après sa deuxième visite, ai-je répondu, vers 21 heures. Restez ici dans le laboratoire jusqu'à ce que nous confirmions qu'il est en garde à vue, a instruit Marchand. C'est sécurisé et nécessite un accès par carte. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activité. J'ai fourni ma déclaration pendant que le docteur Moreau initiait le traitement d'urgence pour Dubois. Les images des caméras de sécurité de l'hôpital ont été récupérées, confirmant mes observations du schéma répété de Lambert altérant la crème. La police de Paris est arrivée et a sécurisé la chaîne de preuves, recueillant les déclarations officielles de toutes les personnes impliquées. Vers minuit, le chef Marchand est retourné au laboratoire où j'attendais avec Ethan. La PG de Paris vient de placer Lambert en garde à vue dans son hôtel, a-t-il rapporté. Ils ont trouvé des composés de thallium en sa possession ainsi que des notes détaillant les dosages et les réponses physiologiques attendues. Il est accusé de tentative de meurtre. Un soulagement m'a envahi. Et M. Dubois réagit bien au traitement initial. Le Dr Moreau dit que vous avez identifié l'empoisonnement juste à temps. Un jour ou deux de plus aurait pu être trop tard pour un rétablissement complet. Alors que l'adrénaline de la nuit commençait enfin à se dissiper, j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de Madame Durand. D'un coup, j'ai réalisé l'heure tardive. « Sophie, je dois rentrer chez ma fille », ai-je dit d'urgence. « Je vous y emmène », a immédiatement proposé Ethan. « Ce n'est pas sûr pour vous de prendre des transports en commun si tard. » Alors que nous nous préparions à partir, le Dr Moreau s'est approché avec une nouvelle inattendue. Monsieur Dubois a brièvement retrouvé connaissance pendant le traitement. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé et qui avait découvert l'empoisonnement, il a demandé que la femme de ménage avec l'esprit scientifique soit présente à la revue de cas de demain. Ses mots exacts étaient « Je veux rencontrer la femme qui a vu ce que tout le monde a manqué. » J'étais abasourdi. Moi, à une revue médicale officielle? Pas seulement ça, a ajouté le docteur Moreau avec le premier soupçon de sourire.
Il a demandé que vous ameniez votre fille également. Il semble très intéressé à rencontrer la jeune scientifique qui a la première remarqué l'odeur de centime. Dans la voiture en route vers mon appartement, les événements de la nuit semblaient presque surréalistes. Je n'arrive toujours pas à croire que ça ait marché, ai-je murmuré, que quelqu'un nous ait cru. Les preuves parlent d'elles-mêmes, est simplement répondu Ethan. Vous les avez recueillies méthodiquement et présentées clairement, exactement comme n'importe quel bon scientifique le ferait. Je n'ai pas été scientifique depuis 8 ans, ai-je dit doucement. Juste une mère qui essaie de joindre les deux bouts. Ethan m'a jeté un bref coup d'œil avant de reporter ses yeux sur la route. Je ne suis pas d'accord. La science n'est pas seulement un métier, c'est une façon de penser, d'observer, de tester. Vous n'avez jamais cessé d'être une scientifique, Marie. Vous avez juste appliqué ces compétences dans des circonstances différentes. Alors qu'il s'arrêtait devant mon modeste immeuble, j'ai vu Madame Durand regarder anxieusement par la fenêtre du rez-de-chaussée. « Merci, ai-je dit, me tournant vers Ethan, de m'avoir cru, de m'avoir aidé. Je viendrai vous chercher tous les deux demain à 10 heures pour la revue de cas, a-t-il répondu. Essayez de vous reposer. Le plus dur est passé. » Mais en montant les escaliers jusqu'à mon appartement, où Sophie m'attendrait avec des questions inquiètes, je n'étais pas entièrement sûr que ce soit vrai. Le plus dur, expliquer à ma fille de 7 ans comment ses observations innocentes avaient découvert un crime, faire face à l'administration de l'hôpital et aux interrogatoires de police, peut-être même à l'attention des médias, ne faisait peut-être que commencer. Est-ce que ce genre de choses vous est déjà arrivé, ce sentiment que la vie bascule sans crier gare? 3 semaines plus tard, je me tenais devant le miroir de mon appartement, me reconnaissant à peine. La robe bleu marine, la première nouvelle tenue que j'avais achetée depuis des années, me seyait parfaitement. Son élégance simple contrastait fortement avec mon uniforme pratique habituel. À côté de moi, Sophie virevoltait dans une nouvelle robe d'été jaune, son excitation palpable. « Je ressemble à une vraie scientifique, maman ?» avait-elle demandé, ajustant la petite broche en forme de microscope que je lui avais donnée ce matin-là. Un cadeau d'Ethan pour commémorer la première découverte scientifique de Sophie. La scientifique la plus brillante que je connaisse, l'avais-je assuré, lissant les cheveux de ma fille. Prête pour la grande réunion? Sophie avait hoché la tête solennellement. Monsieur Dubois veut nous remercier d'avoir résolu le mystère de l'odeur de centime. Le Dr. Ethan me l'a expliqué. Le méchant homme mettait du métal dans la crème pour rendre Monsieur Dubois malade. J'avais eu du mal à expliquer la situation à Sophie, voulant honorer le rôle de ma fille sans la charger des aspects plus sombres. Ethan m'avait aidé, utilisant des explications scientifiques adaptées à son âge, axées sur le travail de détective plutôt que sur la malveillance sous-jacente. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. Julien Dubois avait remarquablement bien réagi au traitement au thallium, son état s'améliorant chaque jour une fois l'empoisonnement maîtrisé. Pierre Lambert était resté en garde à vue. Sa demande de libération sous caution refusée en raison de la gravité des accusations et des preuves découvertes dans sa chambre d'hôtel détaillant ses plans pour prendre le contrôle de Dubois Quantique par ce qu'il appelait froidement la sélection naturelle technologique. L'hôpital avait été plongé dans la tourmente par l'affaire. Le docteur Bernard avait d'abord tenté de minimiser mon rôle, suggérant dans les premières déclarations à la presse que l'enquête diligente de l'équipe médicale avait conduit au diagnostic. Ce récit s'était rapidement effondré lorsque le Dr. Morrow et Ethan avaient refusé de participer à ce que le Dr. Morrow avait carrément appelé une opération de sauvetage d'images révisionniste. Je m'attendais à perdre mon emploi dans la foulée, quel que soit mon rôle dans la révélation du crime. Au lieu de cela, à ma surprise, j'avais été mis en congé administratif rémunéré, en attendant l'examen de votre contribution, selon la lettre maladroitement formelle des ressources humaines. Un coup à la porte annonça l'arrivée d'Ethan. Comme moi, il était habillé plus formellement que d'habitude, dans un costume anthracite et une cravate bleue. « Le service de voiture nous attend en bas », avait-il dit,
souriant au salut excité de Sophie. Monsieur Dubois a insisté pour l'envoyer. Il a dit que c'était le moins qu'il puisse faire. L'élégante voiture noire nous a conduits et non pas à l'hôpital, mais au siège de Dubois Quantique, dans le centre de Paris, une tour de verre étincelante avec le logo Spiral distinctif de l'entreprise gravé sur l'entrée. À l'intérieur du hall, un agent de sécurité nous a accueillis par notre nom. Monsieur Dubois vous attend à l'étage exécutif, a-t-il dit, nous accompagnant jusqu'à un ascenseur privé. Il attend cette réunion avec impatience toute la semaine. L'étage exécutif était étonnamment chaleureux et accueillant, de conception moderne, mais avec des coins salons confortables, des plantes et des œuvres d'art abstraits qui créaient une atmosphère réfléchie plutôt que stérile et corporatiste. Julien Dubois nous attendait dans une salle de conférence ensoleillée. Bien qu'encore plus mince que sur ses photos d'avant l'empoisonnement, il semblait remarquablement rétabli, alerte, sa couleur revenue, debout sans aide. À côté de lui se tenait une femme élégante et plus âgée que j'ai reconnue comme Isabelle Dubois. Sa femme est directrice des opérations de l'entreprise. « Enfin », a dit Julien chaleureusement, tendant la main d'abord à moi, puis s'agenouillant légèrement pour serrer la main de Sophie avec la même gravité. Les esprits scientifiques derrière le mystère. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à discuter. Au cours de l'heure suivante, Dubois a exprimé sa profonde gratitude, écoutant attentivement tandis que moi et Ethan racontions le processus complet de l'enquête. Sophie lui a fièrement montré son carnet, qu'il a examiné avec un intérêt sincère. Des compétences d'observation remarquables, a-t-il commenté, tournant les pages avec soin. Le schéma est clair lorsqu'il est correctement documenté. Vous avez un talent naturel pour la méthode scientifique, jeune femme. Sophie a rayonné de louanges. Maman m'a appris. Elle fait des expériences avec moi à la maison parce qu'elle n'a pas pu finir de devenir scientifique. Dubois a haussé un sourcil, me regardant. N'a pas pu finir? Le programme de chimie de Polytechnique? J'ai expliqué brièvement. Les circonstances familiales sont intervenues. Dubois a hoché la tête pensivement. Le Dora Antoine m'en a parlé. 3 semestres avant la fin de vos études, je crois. Oui, ai-je confirmé, me demandant pourquoi ce détail semblait important pour lui. Eh bien, a dit Dubois, échangeant des regards avec sa femme, cela nous amène à l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Isabelle et moi avons discuté d'une manière appropriée d'exprimer notre gratitude, non seulement pour avoir sauvé ma vie, ce qui est inestimable, mais pour le rappel de quelque chose que je défends depuis longtemps dans la philosophie de notre entreprise, à savoir que la brillance existe partout, est terminé Ethan, pas seulement dans les institutions prestigieuses ou les lieux attendus, a répondu Dubois, que l'observation et l'innovation peuvent venir de n'importe qui, à qui l'on donne la bonne opportunité. Il s'est penché en avant, son expression sincère. Mademoiselle Martin, Marie, vos actions illustrent précisément les principes sur lesquels j'ai construit cette entreprise. Le potentiel humain amélioré par l'opportunité, non pas remplacé ou ignoré. Isabelle Dubois a pris la parole pour la première fois, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Nous aimerions vous offrir un poste chez Dubois Quantique, Marie, un rôle dans notre division de recherche en toxicologie nouvellement créée. Le poste comprendrait un financement pour achever vos exigences de diplôme à Polytechnique avec un emploi du temps flexible pour tenir compte de vos responsabilités parentales. Je suis restée stupéfaite. L'offre dépassait tout ce que j'avais imaginé. Je ne sais pas quoi dire. Il y a plus, a continué Dubois. Nous créons une fondation éducative pour les personnes dont le parcours universitaire a été interrompu par des obligations familiales ou des difficultés financières. La première initiative sera un programme de bourse pour les parents qui retournent au domaine STEAM et, Isabelle a ajouté avec un sourire dirigé vers Sophie, un programme complémentaire appelé Jeunes observateurs pour les enfants montrant des aptitudes scientifiques, atelier le week-end, programme d'été, opportunité de mentorat. Nous aimerions le nommer en votre honneur à toutes les deux, a dit Dubois doucement.
L'initiative Martin, si cela vous convient. J'ai senti les larmes monter dans mes yeux. C'est incroyablement généreux. C'est incroyablement nécessaire à corriger Dubois doucement. Le talent est gaspillé chaque jour parce que l'opportunité n'est pas également distribuée. Votre histoire a mis en lumière cette réalité de la manière la plus personnelle possible. Sophie a tiré sur ma manche. Ça veut dire que tu peux redevenir une scientifique, maman? Pour de vrai? La question a cristallisé le moment. J'ai regardé le visage plein d'espoir de ma fille, puis le sourire encourageant d'Ethan, et enfin les Dubois qui attendaient patiemment ma réponse. Oui, ai-je répondu fermement. Je pense que oui. Dubois a hoché la tête, satisfait. Excellent. Le docteur Antoine a déjà accepté de siéger au conseil consultatif de l'initiative, apportant son expertise médicale tout en conservant son poste à l'hôpital. Ses yeux pétillaient, bien que je soupçonne que son intérêt ne soit pas purement professionnel. J'ai senti la chaleur monter à mes joues alors qu'Ethan s'éclaircissait la gorge maladroitement. La réunion s'est conclue avec des détails pratiques. Je commencerai à temps partiel tout en achevant mes exigences de diplôme, Sophie étant inscrite au programme de garde d'enfants sur place de l'entreprise. La fondation serait lancée dans 6 mois, me donnant le temps de m'adapter à mon nouveau rôle avant de m'impliquer plus publiquement en tant que sa fondatrice et sa première réussite. Alors qu'il se préparait à partir, Dubois m'a retenu, me demandant un mot en privé. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », a-t-il dit une fois que nous étions seuls. Le conseil d'administration de l'hôpital m'a contacté, cherchant des conseils sur la façon de gérer l'aspect relations publiques de cette situation. Ils étaient particulièrement préoccupés par le fait qu'un membre du personnel de nettoyage avait essentiellement éclipsé toute leur équipe médicale. J'ai soupiré. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Leur proposition initiale était de minimiser votre rôle ou de le présenter comme un effort collaboratif dirigé par le personnel médical, a confirmé Dubois. J'ai refusé de coopérer avec tout récit qui diminuerait votre contribution. En fait, j'ai clairement indiqué que toute tentative de le faire entraînerait mon objection très publique. Merci, ai-je dit simplement. Ne me remerciez pas encore, a répondu Dubois avec un soupçon de malice. J'ai peut-être aussi suggéré que leur pratique de dotation en personnel et leur culture hiérarchique méritaient d'être réexaminées et que Madame Dubois pourrait bénéficier d'une formation sur la sensibilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à cette image. Elle n'est pas si mauvaise, vous savez, juste rigide peut-être, mais je comprends qu'elle se soit montrée remarquablement accommodante depuis la réunion d'urgence du Conseil concernant l'incident. Dubois s'assourit. Parfois, les systèmes ont besoin d'être perturbés pour évoluer. Devant le bâtiment, Ethan attendait avec Sophie, qui expliquait fièrement sa broche en forme de microscope à un agent de sécurité. « Prête pour la prochaine étape ?» a-t-il demandé en me rejoignant. « Je crois que oui », ai-je répondu, prenant la main de Sophie. « C'est beaucoup à digérer. »« Un jour à la fois », a suggéré Ethan. « En parlant de ça, vous deux, ça vous dit une glace? Il y a un excellent endroit près du jardin du Luxembourg. »« Une glace !» Sophie a applaudi. La décision était prise. Alors que nous marchions dans les rues animées du centre-ville en direction du jardin, j'ai ressenti un sentiment étrange et nouveau. La possibilité. Pendant des années, mes horizons avaient été définis par la nécessité et la limitation. Maintenant, de manière inattendue, des portes s'ouvraient. Je pensais, a dit Ethan nonchalamment, alors que nous nous promenions, Sophie sautillant en avant à portée de vue. L'initiative Martin aura besoin de programmes éducatifs, d'activités scientifiques conçues pour différents groupes d'âge. Vos expériences à la maison avec Sophie sont exactement le genre d'approche que nous aimerions développer. J'ai souri. Vous m'offrez déjà un autre emploi? Je n'ai même pas encore commencé le premier. Pas un emploi, a-t-il précisé. Une collaboration. J'ai le bagage médical. Vous avez l'expertise en chimie et le don de rendre les concepts complexes accessibles aux enfants. Ensemble,
nous pourrions créer quelque chose de remarquable. Ensemble, ai-je répété, testant le mot. Après des années à porter seul chaque fardeau, le concept me semblait à la fois étranger et étonnamment juste. J'aimerais ça. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'espace récemment rénové de la Fondation du Bois Quantique, regardant Sophie démontrer une réaction chimique changeant de couleur à un groupe d'enfants aux yeux écarquillés, les premiers participants au programme Jeunes Observateurs. Derrière les enfants, des parents de l'initiative d'éducation des adultes observaient, prenant des notes pour leurs propres études. Sur le mur derrière eux était accrochée une simple plaque métallique. Aux esprits qui voient ce que les diplômes ne peuvent enseigner. J'ai senti une présence à côté de moi et je me suis retourné pour trouver Madame Dubois, maintenant inscrite elle-même au programme d'éducation des adultes après un changement de carrière inattendu. Je ne me suis jamais correctement excusé, a dit l'ancienne superviseure doucement, de ne pas vous avoir vu clairement. Nous manquons tous des choses parfois, ai-je répondu. L'important est d'être prêt à regarder à nouveau. De l'autre côté de la pièce, Ethan a croisé mon regard et a souri chaleureusement. Leur collaboration avait évolué au-delà de la programmation éducative, s'épanouissant en une relation construite sur le respect mutuel et un objectif partagé. La semaine prochaine, ils les rejoindraient pour leurs expériences traditionnelles du dimanche, désormais menées dans mon nouvel appartement, avec un équipement de sécurité approprié et un vrai microscope pour Sophie. Julien Dubois lui-même visitait occasionnellement la Fondation, entièrement rétabli et plus engagé que jamais dans sa vision de la technologie, améliorant le potentiel humain plutôt que de le remplacer. La fusion avec Fusion Tech avait eu lieu, créant la plus grande entité d'informatique quantique centrée sur l'humain au monde. Dans les interviews, il a souvent crédité son aventure malheureuse d'avoir clarifié l'orientation philosophique de son entreprise. Alors que la démonstration se terminait, Sophie s'est précipitée, le visage rougi d'excitation. « Maman, tu as vu? L'expérience de tout le monde a changé de couleur comme on a pratiqué. »« J'ai vu, petite scientifique, ai-je affirmé, embrassant ma fille. Tu es une excellente professeure. Le Dr. Ethan a dit que peut-être le mois prochain, je pourrais leur montrer l'expérience de l'électricité, a continué Sophie avec enthousiasme. Et il a dit que bientôt nous pourrons visiter ton nouveau laboratoire à Polytechnique. C'est exact, ai-je confirmé. Mon programme d'achèvement de diplôme progressait bien, avec la remise des diplômes à quelques mois seulement, au lieu d'un rêve lointain. Plus tard dans sa soirée, alors que Sophie se préparait à se coucher dans notre nouvelle maison, elle a fait une pause pensivement. Maman, tu te souviens quand tu as dit que les adultes devaient parfois résoudre des problèmes, même quand c'est effrayant? Je m'en souviens, ai-je répondu, assise sur le bord du lit. Je crois que c'est ce que font vraiment les scientifiques, a conclu Sophie. Ils voient des problèmes que personne d'autre ne remarque et ils sont assez courageux pour les résoudre. Elle a serré son carnet contre sa poitrine, l'original étant maintenant conservé dans une couverture protectrice. Je serai ce genre de scientifique un jour. Tu l'es déjà, ma puce, l'ai-je assuré, pensant à l'odeur métallique de centimes qui avait tout déclenché. La meilleure. Alors que Sophie s'endormait, je me tenais près de la fenêtre, regardant la skyline de Paris. Tant de choses avaient changé en 6 mois. Non seulement mes circonstances, mais mon propre sens de moi-même. La scientifique que j'avais été et la mère que j'étais devenue n'étaient pas des identités séparées après tout, mais des parties intégrantes d'une personne entière. Mon téléphone a vibré avec un message d'Ethan. Les résultats de la session d'aujourd'hui semblent prometteurs. La compréhension des réactions chimiques de base par les enfants s'est considérablement améliorée. Les données soutiennent notre approche. Aussi, dîner demain? J'ai souri et tapé en retour. Les données nécessitent une investigation plus approfondie. Dîner confirmé. La méthode scientifique à l'œuvre. Observation, hypothèse, expérimentation, conclusion. Elle avait résolu un mystère, sauvé une vie et ouvert de manière inattendue un nouveau chapitre de ma propre histoire,
Un chapitre que j'écrivais maintenant non par nécessité, mais par choix. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai pris des risques fous. Probablement un peu des deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est parfait, rien n'est facile, mais c'est ma vie, ma vérité, et ça me va. Le carnet de Sophie reposait ouvert sur le bureau, son écriture enfantine capturant l'essence de tout ce qui s'était passé. Voir, écrire, tester. C'est comme ça que tout avait commencé et c'est comme ça que tout continuerait.